Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le fait que le président de la République a annoncé que des rafales de l'armée de l'air et de l'espace avaient participé dans la nuit de samedi à dimanche dernier à la protection de l'espace aérien jordanien. Alors, nous allons voir pourquoi, nous allons voir également comment, et ça tombe bien parce que j'ai la chance d'avoir piloté du Rafale, alors non pas du Rafale B comme celui-ci, mais du Rafale M et même d'avoir déjà intercepté des drones iraniens. Ça remonte un peu, c'était en 2016, c'était au large de l'Iran et c'était dans un contexte complètement différent, ce qui fait qu'on n'avait pas eu l'autorisation d'ouvrir le feu. Ça a été le cas ce week-end pour les Rafales, ça serait d'ailleurs la première fois que le Rafale est employé pour une mission où il a ouvert le feu en RR et je vous propose de voir tout ça dans la vidéo juste après le jingle. Le Rafale B, qui nous vient de la 4e escadre à qui on doit ces magnifiques photos, est basé sur la BA-113 de Saint-Dizier, plutôt dans l'est de la France. Ce sont les seuls à l'heure actuelle dans l'armée de l'air et de l'espace vraiment qui mettent en œuvre de manière opérationnelle du biplace, donc avec un pilote à l'avant, avec un NOSA, navigateur officier système d'armes, à l'arrière, et bien sûr tout ça ne pourrait fonctionner sans le personnel, homme ou femme, présent au sol. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'il y a une grande part de féminisation dans les équipages de Rafale de l'armée de l'air. Pour ce qui est de la carte, on parle du terrain de H5, c'est situé en Jordanie. Nous y avons des troupes depuis 2014. D'abord des Mirage 2000D, 6, et depuis 2017, 4 Rafales qui sont là en permanence, Rafale de l'armée de l'air et de l'espace, même si à un moment, les Rafales marines sont allés au sol à H5 pendant quelques temps. Donc vous avez l'Irak ici, l'Iran, vous voyez sur cette carte que l'Iran, il y a beaucoup de relief. Vous avez l'Irak, le grand désert irakien ici, et H5, eh bien, c'est en Jordanie, juste ici. Vous voyez la forme de la Jordanie qui vient protéger, si on peut dire, Israël face à l'est. Vous avez au nord la Syrie, toute cette partie-là, eh bien, il n'y a absolument rien, sauf peut-être la tour 22 dont nous avons parlé suite aux attaques en février dernier, et vous avez juste là la base de H5, où sont situés donc les avions français depuis bientôt 10 ans. La capitale de la Jordanie est située un petit peu derrière. Je vous propose qu'on regarde tout ça un peu plus dans le détail, mais c'est une base que le président Macron connaît forcément puisqu'il y a déjà fait plusieurs visites. Et ça, ce sont nos magnifiques avions de l'A4 à Saint-Dizier. Attention, en permanence, c'est pas tout ça que l'on a, c'est 4 avions. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 4 avions engagés ces derniers jours. Pour ce qui est de la carte, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Irak, Bagdad, Ramadi, là après vous n'avez pas grand chose, et ce grand pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de villes, c'est assez facile à surveiller car il y a peu de relief, c'est donc facile d'y détecter un drone ou un missile en vol basse altitude. Ça serait beaucoup plus complexe dans les montagnes ou plus complexe du côté de Damas ou même quand vous vous rapprochez tout simplement d'Israël. Si l'on zoome un petit peu, Amman, capitale de la Jordanie, vous avez ici Safawi et la base qui nous intéresse est juste au sud de Safawi. La largeur du territoire ici est de l'ordre de 90 km, c'est le moment le plus étroit et c'est juste derrière cette base militaire où sont les Français. Vous avez également de la base militaire un peu plus dans le nord du pays, mais si vous voulez vous protéger face à une menace qui arrive de l'Est, eh bien c'est cette base et c'est là où se trouvaient les Français. C'est donc naturel que si l'État jordanien demande aux Français d'aider, eh bien c'est eux qui vont être envoyés, qui vont se retrouver à devoir protéger l'espace aérien depuis cette base H5 où si on zoome un petit peu, on peut clairement voir nos Rafales au roulage il y a quelques années et en source ouverte, vous voyez c'est des vieilles images par ces Mirage 2000, ça ressemble un petit peu à ça au sol. Toujours est-il, la base se situe là, l'autre base jordanienne est ici, la capitale est là, donc vous avez bien compris, c'est absolument logique d'utiliser cette base pour vous protéger de ce qui arrive vers l'est. La base est située à, pour être précis, 186 km de la frontière irakienne et en termes de largeur, au plus large ici, vous êtes sur à peu près 140 km. On dirait que c'est fait exprès pour être protégé par une patrouille de chasse. Pourquoi? Parce qu'en termes de distance, en termes de dimension, c'est parfait pour nos Rafales. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de réfléchir un petit peu à comment on pourrait et comment ils ont probablement pu protéger l'espace aérien. Et ça ressemble à ça. Vous avez du renseignement, vous savez que ça arrive. Vous avez votre base qui est à peu près ici. Vous avez 4 avions. Vous n'avez pas de ravitailleur sur zone. Et les Jordaniens
ont environ 70 F-16, mais n'ont pas d'avions ravitailleurs à vous prêter. Soit la coalition des Américains ou autres vous prête des avions ravitailleurs, soit vous allez devoir faire tout seul. Pour faire tout seul, vous allez prendre une configuration avec un maximum de pétrole et vous allez envoyer vos avions, probablement une patrouille de 2, pour essayer de scanner tout ce qui se passe dans cette zone. Donc quand vous avez un avion qui est en vol, ça c'est un avion, il a à l'avant un radar. Son radar, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui voit partout, qui est omniscient. Pensez, radar égale une lampe torche. Vous êtes dans la nuit et vous devez éclairer à la lampe torche. Donc vous allez essayer de dire à votre radar, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui est en bas. Et vous allez mettre votre faisceau radar, par exemple, à X km. Je donne des sources au hasard, on va dire à 100 km devant, jusqu'à 20 km devant. Et votre radar va tout scanner ce qui se trouve ici. Le but du jeu, c'est quoi? Vous savez que des missiles de croisière ou des drones arrivent, qui se déplacent entre 300 km/h et 600 km/h. Vous savez, grâce au renseignement, à peu près dans quel créneau ils vont rentrer. Et donc, vous allez installer vos avions. On sait qu'on en a 2 du coup. 2 en alerte, en attente au sol, 2 déjà en vol. Et vous allez peut-être installer vos avions avec un qui fait face à la menace comme ça, qui avance. Et une fois qu'il a fini, il tourne d'un côté ou de l'autre. Je ne vous dirai pas de quel côté on tourne dans la vraie vie. Vous vous retournez et vous continuez comme ça sur un hippodrome. Et pendant ce temps-là, votre collègue, votre numéro 2, donc on peut dire là c'est le leader, et lui, il est de l'autre côté. Et comme ça, vous avez en permanence quelqu'un qui, avec son radar, peut regarder ce qui se passe devant, tout simplement. Ensuite, quand vous arrivez à un certain point, vous annoncez que vous tournez froid, turn cold, et hop, votre collègue, lui, hop là, il tourne à ce moment-là, et vous avez en permanence des radars qui regardent devant. Maintenant, il va falloir régler la largeur du spectre de manière à pouvoir, alors que c'est des petits calculs mathématiques, couvrir toute la largeur, ou alors, vous pouvez également vous mettre légèrement en décalé. Pourquoi? Parce que vous faites vos petits calculs mathématiques, et vous vous dites, puisque la menace ne va pas si vite que ça, eh bien, je peux peut-être mettre le leader par ici, et le 2 par là. Et comme ça, quand le leader, hop, là, il tourne comme ça, et lui, il fait quelque chose comme ça. Et mon 2, lui, il peut tourner comme ça. Dans le virage, il regarde par là. Lui, dans le virage, il regarde par là. Vous voyez, ça tourne en quinconce. Mais ce qui est important, c'est qu'il y en a un qui est ici. Et à ce moment-là, il y en a un, en grosso modo, qui est là. Et comme ça, on a une permanence de détection. Ça marche très bien. Maintenant, quelle vitesse est-ce qu'on va voler? Toujours pareil, quel est l'objectif? Là, l'objectif n'est pas de faire de la distance, on ne va pas voler à Mach 15, on ne va pas voler à Mach 1,8, qui est la vitesse maximum du Rafale. Déjà, vous allez avoir beaucoup de bidons pour pouvoir voler longtemps, donc mettre sous vos ailes des bidons qui vous empêchent de faire du supersonique. Et vous allez donc réduire votre vitesse vers ce qu'on appelle généralement l'endurance max. Alors, ça dépend de plein de choses, c'est le leader de patrouille qui décide. L'endurance max va vous permettre de rester en l'air le plus longtemps possible. Votre but, c'est pas de faire un maximum de distance, c'est de pouvoir voler longtemps, de minimiser le pétrole lors des phases d'attente pour avoir un maximum de pétrole disponible pour les interceptions. Donc, dans l'aviation, on parle généralement de vitesse d'endurance max pour rester en l'air le plus longtemps possible. On peut parler également de distance maximum franchissable, qui est une équation qui vous permet de faire le plus de kilomètres, mais là, c'est pas ce qu'on veut. Et après, derrière, sinon, en rafale, ça va se déplacer à Mach 0,85, Mach 0,9. Là, vous n'avez pas besoin. Vous allez donc être sur des vitesses légèrement différentes. Et vous pouvez même, si vous voulez, aller plus vite comme ça, et plus lentement comme ça, ou l'inverse. Ça dépend du leader, ça dépend de l'objectif, mais vous voyez, il y a une multitude de choses que l'on peut faire. Et toutes ces décisions, c'est au niveau de la patrouille. C'est ça qui est génial dans l'aviation occidentale, c'est le chef de patrouille qui va décider comment il va agir et quelle tactique il va adopter. Donc il n'y a pas 2 leaders qui feraient la même chose, c'est ça qui est super sympa. Maintenant, au niveau de l'équipage, le pilote, là ils ont un NOSA à l'arrière, donc lui qui va pouvoir bien gérer le radar. Et sur Rafale, vous avez le radar, on en a parlé, mais vous avez également, par exemple, l'OSF, l'optique secteur frontal, ou des pods. On a par exemple maintenant des pods Talios. Donc ce sont des pods qui ont été réfléchis à la base pour regarder au sol et guider de l'armement laser ou extraire des coordonnées au sol. Mais vous pouvez très bien utiliser votre pod en RR également, on le voit de plus en plus ces derniers temps. Et comme ça, vous détectez quelque chose au radar, vous envoyez votre pod dessus, identification visuelle, et ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions. Car tout ça, c'est bien beau, mais imaginons que vous avez 2 drones qui pénètrent en territoire. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il va falloir 1. Les détecter, et 2. Les identifier. Et si c'est de nuit, c'est là où le pod, avec ses couleurs proches infrarouges, va vous permettre de voir ce que c'est, reconnaître peut-être la forme d'un Shahed 136, et après en 3, on engage ou pas. Et là, vous pouvez avoir différentes consignes. On peut vous dire, tout ce qui dépasse telle ligne,
il faut que ça soit détruit. Et donc vous allez calculer vos distances par rapport à ça, peut-être reculer initialement, le temps d'identifier, et après, l'autre point important, c'est les règles d'engagement, la décision de tir. Est-ce que la décision est déléguée au cockpit? Est-ce que les pilotes tout seuls, sans en référer à qui que ce soit, peuvent décider d'abattre un drone? Ou est-ce qu'ils doivent rendre compte à l'état-major, qui ensuite doit demander aux politiques, et ainsi de suite, sachant qu'on n'est pas chez nous, on est en Jordanie à la demande des Jordaniens. Donc il faut voir s'il y a un process d'autorisation d'ouverture du feu qui est délégué au cockpit, ce qui est plus simple, mais ce qui peut entraîner plus de bavures. Ou alors est-ce qu'on a un process qui est délégué à la nation pour qui on fait cette mission de défense aérienne, j'ai envie de vous dire en échange de bons principes parce qu'ils nous prêtent leur base depuis des années. Et dans ce cas-là, eh bien, ça va prendre plus de temps. Et si ça prend plus de temps, vous allez reculer au fur et à mesure que les drones avancent. Et il va donc initialement falloir se mettre un peu plus proche de la frontière. Donc tout ça, comme vous l'avez vu, ça se calcule. C'est le travail de notre chef de patrouille ou du sous-chef de patrouille et de ses équipiers, aidé par un ou une officier rance également, et c'est ce qui rend le métier de pilote de chasse vraiment passionnant, mais c'est également ce qui rend ce genre de mission assez facile sur le papier, beaucoup plus compliqué en vrai, car faut pas se rentrer dedans, faut mettre en œuvre l'avion, faut pas faire de bêtises, s'il y a du ravitaillement en vol, il faut qu'il se passe bien, et puis accessoirement, après avoir tourné pendant 2, 3, 4 heures, eh ben, il faut engager l'ennemi sans se tromper, et surtout, c'est ça qui est stressant, ne pas en avoir laissé passer. Pourquoi? Parce que là, on part du principe qu'on fait de la légitime défense. Vous avez votre base ici avec des Français. Il y a des missiles ou des drones qui ne sont pas à nos alliés, qui rentrent à l'intérieur du territoire et qui ont une trajectoire qui se rapproche de notre base. Donc c'est de la légitime défense et vous ne voulez pas qu'il y ait ce qu'on appelle des leakers, des fuyeurs, qui arrivent à passer, que vous n'ayez pas été détecté et qui viennent taper et tuer des alliés ou tuer des collègues et des camarades. Donc il y a une certaine pression, ce n'est pas facile à faire. Et le plus difficile, c'est que c'est facile après coup de se dire « Ah, il y avait 200 drones, 300 drones sur le moment dans l'avion ». Vous ne savez pas combien il y a de drones, et donc vous avez cette tension, ce stress, cette anxiété de vous dire est-ce que j'en ai laissé passer, et donc en fait vous êtes vraiment à 150 pulsations en train de chercher en permanence en vous disant j'espère que je laisse passer personne, il faut vraiment pas que je fasse n'importe quoi avec mon radar, et vous avez une forte pression. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avions, il n'y a pas beaucoup de moyens, on peut pas se permettre d'avoir 3 lignes de défense comme ça pour protéger H5, même si à une époque il y avait du Mamba, je sais pas, je vous dirais pas, même si je savais s'il y a du Mamba actuellement, donc des systèmes solaires avec de l'Aster à H5, eh bien il y a peu de défense derrière, et donc vous êtes un peu la première et dernière ligne de défense, pour paraphraser Gene Hackman dans USS Alabama, et il faut donc être au taquet pendant ce vol. C'est pour ça que je vous disais ces derniers jours que la posture défensive est très fatigante nerveusement pour les défenseurs, mais également en termes de moyens. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'un peu mieux comprendre la réalité de la mission de défense aérienne. Donc vous l'aurez compris, ça c'est pour les photos. Dans la vraie vie, on n'envoie pas nos rafales comme ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dans la vraie vie, c'est la solitude du pilote qui va à son avion. Alors là, c'est la 30e escale. Là, vous voyez bien le pod et vous voyez les bidons. On met forcément, j'en ai pas parlé, mais du Mika, Mika IR, Mika EM, et sur Rafale, on a un canon de 30 mm. Et pour les interceptions, au début, vous allez utiliser du Mika, et après, si besoin, vous irez au canon. Mais vous ne voulez pas vous rapprocher trop du drone. On a vu en Ukraine qu'un MiG-29 avait été perdu à cause des morceaux de drone. L'État français n'est pas prêt à perdre, je pense, un Rafale pour abattre un drone à 20 000 $. Donc on va vous imposer de rester à une certaine distance, ce qui est complètement possible. Et le dernier point à prendre en compte, c'est où va tomber le drone touché, où peut aller votre missile. Et là, on a de la chance parce que c'est beaucoup de désert. Pour la petite histoire, moi j'ai beaucoup survolé cette zone en arrivant du large d'Israël à l'époque. Après le Bataclan, Israël nous a ouvert son espace aérien. Nous avions droit, dans l'aéronaval, de survoler Israël, de rentrer en Jordanie. Après, on remontait ce long couloir pour ensuite aller en Irak et aider l'État irakien à récupérer sa souveraineté territoriale. Nous étions là à leur demande. Mais pour avoir survolé un paquet de fois cette zone, eh bien, je peux vous dire que il y a pas grand-chose au sol, donc il n'y a pas de grand risque pour les populations au sol si vous ouvrez le feu contre un drone, ce qui est une bonne chose. Faites le même type de mission dans des zones densément peuplées ou au-dessus de notre territoire national. C'est un petit peu compliqué, un peu plus compliqué. Maintenant, tout ça, c'est d'excellents
Vecteur de retour d'expérience, notamment pour des missions de protection de notre territoire et puis pour les Jeux Olympiques qui arrivent également. J'ai fort à parier que les rétex, hein, comme on dit, les retours d'expérience de la nuit de samedi à dimanche, vont venir alimenter l'entraînement et la préparation opérationnelle des équipages qui devront protéger Paris et protéger les zones impactées par les Jeux. Voilà, donc je voudrais juste terminer sur un petit merci aux gars de la 4. Ils ont bien fait leur boulot. Donc quand on n'entend pas parler, souvent c'est que c'est plutôt bon signe. Peut-être que dans les prochaines semaines, le politique nous donnera un peu plus d'informations sur ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, il ne surcommunique pas sur le sujet. Et si vous voulez mon avis, c'est une excellente chose. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et fly safe. Ce n'est qu'un humain. Évite celle-là.